Quand j'étais petite, comme beaucoup d'enfants, je me posais de grandes questions sur la nature des choses. Je questionnais mes parents. La plupart du temps, à force de pourquoi, ils finissaient par dire « Quand tu seras grande, tu comprendras. » Tu comprendras quand je serai grande. Je me souviens qu'étudiants en sciences, nous étions tous fascinés par cette photo de 1927. Il y a là les plus grands physiciens du XXe siècle, ceux qui sont à la base de toutes les études en physique. Comment aurais-je pu m'imaginer que 20 ans plus tard, l'un d'eux, Albert Einstein, me guiderait dans ma quête de connaissances? Voilà la lettre à Selig. Ah, merci. Enfin, une copie. Mais vous cherchez quoi exactement? Je cherche... En fait, je cherche à savoir ce qui l'attirait dans la science. Ce qui l'a motivé. Oui, c'est ça. Je voudrais lire tous les documents où il parle de sa vision des sciences. Bien. Ben, venez, je vais vous montrer. Merci. Celui-ci, c'est une copie. Pour les copies, vous avez toute liberté. Mais si c'est un document original, vous devez nous demander et bien sûr mettre les gants. Oui, oui, absolument. Par le passé, il ne m'est jamais venu à l'esprit que chacune de mes remarques, même les plus banales, serait relevée et consignée par écrit. Je me réjouis de vous voir aujourd'hui en face de moi, joyeuse jeunesse d'un pays ensoleillé et béni. Pensez que les choses merveilleuses que vous apprenez sont le travail de plusieurs générations. Travail accompli dans tous les pays du monde. Travail accompli dans tous les pays du monde, à grand-peine et grâce à des efforts enthousiastes. Les efforts sont honorables, mais ça ne me dit rien sur la valeur de nos connaissances. Ce que je veux savoir, c'est si nous comprenons vraiment le monde qui nous entoure. Étudie attentivement, très attentivement la nature et tu comprendras tout beaucoup mieux. Il y a là, au dehors, le vaste monde qui existe indépendamment des hommes et se dresse devant nous comme une énigme, grande et éternelle, mais partiellement accessible à notre perception et à notre réflexion. La contemplation de ce monde est comme la promesse d'une libération. Imprégné de cette promesse d'Einstein, je me suis rapproché des physiciens qui aujourd'hui poursuivent son travail. Le professeur Trin, connu pour être sensible à ces questions de découverte et de libération, m'a guidé. C'est lui qui m'a ouvert les portes des observatoires de Kitt Peak. En bon astronome, il a tenu à ce qu'on parle d'abord des bases fondamentales de la science. La démarche basique de la science, donc, il faut commencer avec l'expérience, avec l'observation. Et puis de ça, on construit des modèles et théories pour construire l'univers. Vous savez, on ne peut pas fabriquer des étoiles dans le laboratoire, donc il faut collecter les lumières des astres. Et vous voyez, ces télescopes ne sont autres que d'énormes cuvettes qui recueillent la lumière du cosmos. Donc avec cette lumière qui est recueillie, qui porte donc le code cosmique, l'astronome va déchiffrer cette lumière pour essayer de comprendre l'univers. La physique est le résultat d'une spéculation constamment vérifiée par des comparaisons avec les phénomènes observés dans la nature. Tout savoir sur la réalité part de l'expérience et aboutit à elle.
Quand nous disons que nous comprenons certains phénomènes naturels, nous voulons dire que nous avons trouvé une théorie qui embrasse ces phénomènes. Il ne suffit pas, bien sûr, seulement de voir, de collecter la lumière. Il faut aussi voir avec l'esprit, c'est-à-dire donc construire des théories, des modèles pour expliquer les observations. Et c'est un va-et-vient entre l'expérience et la théorie qui est primordial, qui la distingue des autres façons de voir le monde. Dans le cas d'Einstein, bien sûr, c'est la théorie qui vient d'abord, et puis c'est l'observation qui confirme ou infirme la théorie. Je travaillais au bureau des brevets à Berne quand tout à coup, une pensée m'a traversé l'esprit. Si une personne tombe en chute libre, elle ne ressent pas son poids. Ce fut une révélation. Cette simple pensée a produit sur moi une profonde impression. Elle m'a montré la voie de la théorie de la gravitation. Il s'est demandé comment le monde lui apparaîtrait s'il tombait en chute libre dans un ascenseur. Il s'est demandé des questions toutes simples que les enfants se posent. Mais en fait, les questions les plus simples sont les plus fondamentales. Elles révèlent des vérités insoupçonnées. Ce qui est essentiel dans l'existence d'un homme comme moi, c'est ce qu'il pense et comment il le pense. Et non ce qu'il fait et ce qu'il éprouve. Chez Einstein, comme chez tous les humains, la conception du monde, du temps, de la réalité est inscrite dans l'arborescence cérébrale. Ces liens nous permettent d'interpréter ce que nos sens perçoivent, de les mettre en rapport avec notre expérience quotidienne. La pensée n'est pas figée. Elle croît tout au long de la vie, mais surtout dans la petite enfance. À 3 mois, 24 mois, jusque vers 3 ans. À la naissance, le petit homme est prêt à accepter toutes les réalités. Son esprit est ouvert. Chaque nouvelle découverte étonne l'enfant et imprime de nouveaux liens dans son cerveau. L'être humain ne réagit pas de cette façon à ce qu'il a toujours vu depuis l'enfance. Il ne s'étonne pas de la chute des corps, du vent et de la pluie, de ce que la lune ne tombe pas. Pour ma part, au contraire, je me suis développé si lentement que je n'ai commencé à m'interroger sur l'espace et le temps qu'à l'âge adulte. Par conséquent, j'ai creusé plus profondément le problème que ne l'aurait fait n'importe quel enfant ordinaire. Je n'ai pas de talent particulier. Je suis juste passionnément curieux. Curieux et ouvert d'esprit, comme un enfant. Quand j'étais petite, je me sentais invincible. Tout était possible alors. Mais plus je prends de l'expérience, plus je me confronte au monde, plus je réalise que mes aptitudes sont restreintes, plus je me sens limitée. Il y a toujours des concepts qui sont assez éloignés de l'expérience immédiate. Regardez ce dôme, ce paysage, ces paires d'atomes. On ne voit pas ça avec nos yeux, bien sûr. Si nous avons des yeux qui pouvaient regarder l'infiniment petit, on verrait un monde qui sera complètement différent. Par exemple, maintenant, il y a des milliards de neutrinos qui traversent notre corps sans que nous nous en rendions compte. Donc le bon sens nous échappe, tant sur l'infiniment grand que sur l'infiniment petit. Même en tant qu'astronome, c'est tellement grand que je ne peux pas m'imaginer les choses. Comment faire pour rattraper le bon sens qui m'échappe? Il doit bien y avoir un moyen, des outils pour ressentir la réalité cachée à mes sens.
The sun is, of course, 93 million miles away from us. The light that is leaving off of the sun, even though the speed of light is extremely fast, some 300,000 kilometers per second, it still takes over 8 minutes for the light to get from the surface of the sun to the image here in the telescope. The Earth projected at this distance would actually fit easily inside the core of that spot. Ah, that's a sunspot. Yes. Here's a diffraction grating. This is what breaks up the light into all the wavelengths of color that are present in the white light image of the sun. Bringing the light in, all we have is the white light, and by looking at each wavelength and analyzing the light at each wavelength, we are able to determine what makes up the sun and all the parameters of the solar surface. It's almost like bringing a piece of the sun into the lab. So in all these colors, there is an information that is hidden in the light we see all around us all the time. Yes. Well, think about it. Keep in mind that even the visible spectrum is a very narrow portion of the overall electromagnetic spectrum. Here's the green portion of the spectrum. Notice it seems much brighter. That's where your eye is most sensitive, here into the yellow portion of the spectrum. Now we're passing on out to the blue. It gets faint. That's not because there isn't light there anymore. That's because your eye is not sensitive out here. Now it appears that there is nothing there anymore. That's because what's in front of you is the ultraviolet part of the spectrum. There's still light there, but just light that your eye can't see. Je suis entouré d'ondes invisibles. Elles sont là. Je le sais. Mais je ne les vois pas. Si je voyais le monde en rayon X, quelle serait ma réalité? Si je le voyais en infrarouge. En fait, je ne vois rien. Je suis enfermée dans ma petite biologie à 5 sens. Totalement limitée. Cher enfant, la vérité d'une théorie est dans ton esprit, pas dans tes yeux. Mais mon esprit est paresseux. Quand je ne vois pas les choses, je les oublie. J'oublie que derrière les nuages se cachent des milliards d'étoiles qui sont là, en ce moment même. J'oublie qu'en ce moment même, sans effort, je voyage avec la Terre. Chaque seconde, je parcours 30 km autour du Soleil. 30 km, 60 km, 90 km, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300. Je viens de parcourir 300 km en 10 secondes sans même m'en apercevoir. Incroyable. Je sais que l'image que je vois de la Lune est vieille d'une seconde. Pourtant, quand je la regarde, j'oublie. En astronomie, je vous ai dit que toute l'information vient de la lumière. Et donc, il faut attendre que la lumière se propage de l'objet observé jusqu'à la Terre. Oui. Donc, on voit l'univers toujours avec un retard. Et on ne voit jamais le présent. C'est-à-dire, on voit la Lune 1 seconde après, le Soleil 8 minutes après, la plus proche étoile 4 années après, et la plus lointaine galaxie 10 milliards d'années après. Les télescopes sont des machines à remonter le temps. Et donc, l'astronome, c'est comme un archéologue. Vous voyez, l'archéologue creuse et couche la Terre pour remonter le temps. L'astronome utilise la lumière
pour remonter le temps et reconstruire l'histoire de l'univers. Certaines des étoiles que je regarde scintiller ont peut-être déjà cessé d'exister. Mais l'image de leur mort ne m'est pas encore parvenue. Donc, si je pouvais me retrouver instantanément très loin dans le cosmos et regarder la Terre, je pourrais revoir mon passé se dérouler sous mes yeux. Mais les voyages instantanés sont impossibles. Ce que je dois retenir, c'est que le temps n'est pas ce qu'il semble être. Au bout de 10 ans de réflexion, ce principe émergea d'un paradoxe auquel je m'étais déjà heurté à l'âge de 16 ans. Si je poursuis un rayon lumineux à la vitesse de la lumière, je devrais percevoir ce rayon de lumière sur place dans l'espace. Or, il semble bien qu'il n'existe rien de tel. Ma solution, c'est une analyse du concept du temps. Ma trotteuse avance à une certaine cadence, et moi, bêtement, j'en déduis que l'univers entier bat au rythme de la Terre. Il n'y a pas de grande horloge universelle. Le temps ne peut être défini de manière absolue. Il existe une relation inséparable entre le temps et la vitesse. Si le temps est le même pour tous les humains, c'est parce que nous voyageons tous à la même vitesse avec la Terre. 30 km, 60 km, 90, 90 km en 3 secondes, c'est notre vitesse autour du Soleil. Mais au fond, quelle que soit notre vitesse, quel que soit le rythme de notre trotteuse, pour nous, immobiles sur notre planète, le temps semblera toujours inchangé. Le temps n'est qu'une question de perspective. Maintenant, qu'en est-il de l'origine psychologique de la notion de temps? Une propriété importante de nos impressions sensibles, c'est leur succession dans le temps. Cette propriété chronologique conduit à une construction intellectuelle, celle du temps subjectif, c'est-à-dire un schéma qui confère un ordre à nos expériences vécues. Cette séparation entre passé, présent et avenir ne garde que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle. Mes souvenirs passés ne seraient pas inscrits dans le passé tel que je le perçois. Tout ce qui est lié au temps, chaque geste, chaque mouvement, pourrait être perçu différemment. Si je voyais le monde au ralenti, si je pouvais percevoir chaque fragment de mouvement, ma vision du temps serait différente. Ma vie se déroule comme un film. Le mouvement que je perçois n'est au fond qu'une succession de positions fixes dans le temps. Le temps, le mouvement, tout ce que je perçois, ne serait-il qu'une illusion ? Tout ce que nous disons à propos du monde réel est nécessairement hypothétique et une création de l'esprit humain. Les perceptions des sens n'offrent que des résultats indirects sur ce monde extérieur. Alors,
seule la voie spéculative peut nous aider à comprendre le monde. Il en résulte que nos conceptions de la réalité physique ne pourront jamais être des conceptions définitives. Toujours le même processus. Chaque fois qu'une réponse se profile, elle engendre plus de questions encore. Et j'ai le sentiment que le sol se défile sous mes pieds. Mon parcours se déroule comme dans l'enluminure millénaire de l'échelle céleste. S'éloignant du dragon de l'enfer, des moines en quête d'absolu grimpent vers la connaissance. Ils montent, mais toujours, ils retombent. Jamais ils n'atteignent l'absolu. Jamais ils n'atteignent la connaissance. Quoi qu'il en soit, il nous reste le mot réconfortant de Lessing qui affirmait qu'il y a plus de plaisir à poursuivre la vérité qu'à la posséder. Il faut mettre les gants. Ah oui, merci. Ce que nous pouvons connaître de plus beau, c'est le mystère. C'est le sentiment fondamental qui sert de berceau à l'art véritable et à la science. Celui qui ne l'a jamais éprouvé, Celui qui ne l'a jamais éprouvé et qui ne peut plus s'émerveiller, ne peut plus s'étonner, est comme mort et ses yeux sont éteints. D'accord, il faut persister. Et si j'arrêtais de chercher à ressentir avec mes sens et que je n'utilisais que ma raison, que ma capacité d'abstraction, la voie de la pensée. Dès que nous avons pu élaborer une pensée abstraite, détachée de nos sens, une pensée raisonnable, la science a pris son envol. Pour mesurer, analyser, raisonner, nous avons inventé un langage de la pensée. La géométrie, le calcul, les mathématiques. Une énigme a de tout temps fortement troublé les chercheurs. Et comment est-il possible que les mathématiques, qui sont issues de la pensée humaine indépendamment de toute expérience, s'appliquent si parfaitement aux objets de la réalité? La raison humaine peut-elle donc, sans l'aide de l'expérience, par sa seule activité pensante, découvrir des propriétés des choses réelles? En 1900, il y a eu un grand congrès de mathématiques à la Sorbonne où David Hilbert, pour marquer l'avènement du nouveau siècle, a énoncé 23 problèmes qui devraient être résolus par les futures générations de mathématiciens. Et oui, il voulait vraiment laisser aux générations futures des mathématiques assises sur des bases solides et logiques. Et définitives. Et définitives. Il n'y a plus rien à faire en quelque sorte d'après lui. C'est-à-dire utiliser la raison, la logique pour arriver à la vérité. Et ça c'était le rêve de David Hilbert pour les mathématiques. Et je me suis informée, j'ai appris que ça s'était passé ici même, dans une des classes au-dessus, la deuxième fenêtre à partir de la droite. Oui, et il lança le défi aux mathématiciens. Et en fait, en 1931, un jeune mathématicien autrichien de génie qui s'appelle Kurt Gödel a relevé des défis, mais il a
trouvé une réponse qui allait dans le sens exactement le contraire de ce que Hilbert voulait. En fait, au lieu de démontrer qu'on pouvait asseoir toutes les mathématiques sur une base cohérente et solide, oui, il a démontré qu'on ne pouvait pas et que la raison avait des limites. En fait, c'est ce qu'on appelle le théorème de Gödel, qui est pour moi, et pour tous les mathématiciens, le résultat logique le plus merveilleux, le plus extraordinaire et le plus important du XXe siècle. D'accord. Alors, je vais vous demander, l'idée de prouver la consistance des axiomes en arithmétique, est-ce que c'est un peu comme essayer de prouver que 1 plus 1 égale 2? Parce que 1 plus 1 égale 2, c'est un axiome de l'arithmétique, non? Si je vais au bout de sa logique. Oui, si vous allez au bout de la logique, il y a certaines propositions, dont peut-être la vôtre, donc on ne peut pas prouver définitivement. Donc, si on reste à l'intérieur d'un système, il y aura toujours des propositions indécidables. C'est-à-dire, 1 plus 1 égale 2 peut être vrai, mais peut être faux aussi, mais on ne sait pas. Si on reste à l'intérieur du système, on ne peut rien dire. D'accord. Mais c'est affreux parce que ça implique qu'on est condamné à être enfermé dans sa tête, en réalité. C'est-à-dire... Ça remet en question toute la notion de validité et de vérité des connaissances. Oui, ça a certainement des implications philosophiques immenses. C'est-à-dire la raison seule ne peut pas aller jusqu'au bout du chemin. Il y aura toujours une barrière quelque part, et donc il faudra peut-être d'autres formes de connaissances pour aller jusqu'au bout. S'il est vrai que le fondement axiomatique de la physique théorique ne peut être établi à partir de l'expérience et qu'il faut l'inventer librement, pouvons-nous alors espérer trouver cette démarche juste? Plus même, cette démarche juste existe-t-elle ailleurs que dans notre illusion? Le savoir, la connaissance n'est pas quelque chose de figé. Il faut toujours savoir le modifier et progresser ainsi. Le savoir évolue, change, chaque fois que quelqu'un de génie, bien sûr, regarde de façon plus profonde la question qui paraissait si simple, si évidente au début. Et puis bon, il y a aussi de manière nouvelle aussi de poser les questions. Par exemple, vous savez, la question très simple de quelle est la longueur de la côte bretonne? Vous pensez que c'est très simple, il suffit d'aller poser un mètre et de le mesurer mètre après mètre. « 1074 mètres et 758. Plus 2178 et 245. Donc la côte de Bretagne mesure... je mets le rocher ou je l'enlève? Mais en fait, la question n'est pas si évidente que ça, parce que la longueur de la côte bretonne, bien sûr, dépend de l'instrument de mesure qu'on utilise. Donc, par exemple, d'un avion, vous ne verrez pas les baies et les criques, et donc vous aurez une mesure de la côte qui est moins grande que la valeur réelle. Si vous marchez, vous avez un mètre, vous mesurez mètre après mètre, vous aurez encore une réponse encore plus longue. Mais si vous êtes un escargot qui remonte chaque irrégularité de la côte, vous aurez encore une réponse plus longue. Donc, en fait, il n'y a pas de réponse, en fait. La réponse est infinie. En orbite spatiale, ça donne 1500 km. À vol d'avion, 1760. C'est plus précis. À vol d'oiseau, 1945 km. À mon échelle, j'ai mesuré 5574. Pour l'escargot qui lèche chaque caillou, 50 478. Pour une amibe, 365 650. À l'échelle de l'atome, des milliards de kilomètres. Et comme ça, jusqu'à l'infini. La côte de Bretagne est infinie. C'est fou. Chaque échelon de la connaissance me fait replonger dans l'ignorance. D'accord.
réalité dépend de la manière dont je l'observe. D'accord, tout peut être remis en question, mais quand même, on ne peut peut-être pas prouver que 1 + 1 donne vraiment 2, n'empêche que la science réussit sur cette base à construire de grandes choses. Cette quête n'est pas inutile. Je chute, oui, mais je monte toujours un peu plus haut. Je maîtrise de mieux en mieux ma propre réalité. C'est parce que les grands physiciens du XXe siècle se sont posés des questions apparemment inutiles, parce qu'ils se sont interrogés sur la réalité des choses, qu'on a développé des lasers, des satellites, des fusées. Einstein a révolutionné notre conception de l'univers. Lorentz, les équations de Lorentz. Sans Marie Curie, pas de médecine nucléaire. Sans la constante de Planck, pas d'ordinateur. De leur côté, les physiciens les plus jeunes ont fondé les bases de la mécanique quantique. C'est à Niels Bohr qu'on doit d'avoir poussé en avant cette discipline. Rarement un être humain m'a donné tant de joie par sa seule présence. Il est comme un enfant extrêmement sensible qui avance dans le monde dans une sorte d'extase. Aujourd'hui encore, on étudie les quantas pour créer de nouveaux outils. La théorie quantique est si complexe, si difficile à comprendre. Et pourtant, c'est elle qui demain nous ouvrira les portes d'un monde digne de la science-fiction. Quand je parle du monde quantique, est-ce que je pourrais dire que c'est l'équivalent de ce qu'on appelait autrefois le monde atomique? Est-ce que quanta, c'est le nouveau mot pour dire atome? Non, c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que c'est vrai que ce qu'on appelle la théorie quantique, la mécanique quantique, etc., c'est ce qui explique le monde à la taille, grosso modo, c'est de l'atome. Oui. C'est-à-dire extrêmement petit et même encore plus petit, puisque ça explique aussi les électrons et même encore plus petits. Donc c'est la théorie du monde microscopique. Moi, on m'a appris quand j'étais étudiante qu'un objet était une onde, si on dans certains cas d'observation, et une particule dans d'autres situations observationnelles. Alors, ce qu'on a découvert, c'était que l'idée qu'on se fait d'un atome n'était plus vraie dans ce monde-là. Oui. Donc, c'est pour désigner ce qui n'est ni une onde ni une particule et qui ne se trouve que dans le monde atomique ou microscopique qu'on a choisi le mot quanta. Je voudrais vous montrer quelque chose. C'est une toile de Dali. Et c'est curieux parce que la toile s'intitule « L'image perdue ». L'image perdue? Oui. Alors, dans un premier temps, on peut voir une femme qui lit. Et en même temps, dans la même image, dans les mêmes pigments de peinture, on voit le profil d'un barbu. Oui, oui. Alors, moi, j'ai commencé par voir le profil du barbu. Ah! Alors, c'est deux images, deux identités différentes, mais simultanées, qui jouent ensemble pour former une seule réalité. C'est un peu ça l'idée, non? Oui, on peut dire que ici, on a un ensemble de jaune, de noir, etc. Et ce n'est ni un barbu, ni une femme lisant. Mais si on choisit d'adopter un certain point de vue, on ne voit plus que le barbu. Et si on choisit d'adopter un autre point de vue, on voit une femme en train de lire, qui sont totalement différents. Un homme, en principe, ne peut pas être une femme, et une femme ne peut pas être un homme. Donc, c'est l'opposé de l'un de l'autre. C'est la même chose pour particules et ondes. C'est l'opposé de l'un de l'autre et n'ont aucun trait commun. Et justement, dans le monde microscopique, on s'est aperçu que ce qui nous semblait radicalement différent, en fait, c'était une seule et même chose. Donc ce n'est pas
un homme ou une femme, c'est ni un homme ni une femme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'un objet sans en même temps dire comment on l'observe. Oui. Plus exactement, leur comportement dépend de la manière dont on les observe. Mais eux-mêmes forment une seule et même catégorie d'objets. On est bien obligé de prendre des mots. On peut plus les représenter. Ouais. C'est surtout ça le point important. C'est-à-dire, et d'ailleurs, à la limite, on ne peut plus parler. On devrait se taire, normalement. Mais il faut bien continuer à vivre. Donc, on ne peut pas se les représenter. C'est facile de se représenter la Lune comme tournant autour du Soleil, comme un point tournant autour du Soleil. Mais se représenter un électron comme tournant autour d'un noyau d'un atome, ça, c'est faux. On ne peut pas, on ne doit pas le faire. Hein. C'est irreprésentable. Et c'est quand même totalement absurde du point de vue du sens commun et même du sens physique classique. Il y a une citation de Richard Feynman, prix Nobel de la physique quand même, qui est assez rassurante. Il dit « Personne ne peut comprendre la mécanique quantique ». Ouais, moi je trouve que c'est surtout rassurant pour les physiciens, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fini de comprendre, puisque même Feynman, lui, n'y est pas arrivé. Effectivement, tout est dans ce qu'on appelle comprendre. On croit comprendre. Et on s'aperçoit toujours qu'on n'a pas compris. Ça, je crois que c'est une des caractéristiques de la physique quantique, peut-être même est-ce plus général de tout travail intellectuel, c'est qu'on croit avoir compris, on reprend la chose, et bien non, on n'avait rien compris. C'est fascinant. Oui. Plus nous cherchons, plus nous découvrons l'étendue de ce qu'il nous reste à découvrir. Et je crois qu'il en sera toujours ainsi tant que l'espèce humaine existera. Pour en arriver à la mécanique quantique, on a parcouru un chemin de plus en plus abstrait. D'abord, nos ancêtres ont inventé les personnages mythiques pour rendre accessibles les grands mystères, les mettre en mots et en images. C'est comme dans la belle histoire de la Voie lactée. Alors qu'elle allait Hercule, la déesse Junon échappe un peu de son lait. Ce lait perdu dans le ciel donne naissance à la Voie lactée. Plus tard, la science a pris le relais avec de nouveaux mots et de nouvelles images. On parle de gravitation, de force, de galaxies, d'années-lumière. Et finalement, au bout du chemin, la mécanique quantique vient nous dire qu'il n'y a ni mots ni images pour penser le réel, qu'il est impossible de se faire une image du monde. Je suis faite de quanta, comme ce mur. La mécanique quantique a déjà prouvé qu'un quanta peut passer à travers un mur. Allez. Est-ce que tout est possible? Suis-je dans un rêve? Est-ce un rêve? Ou est-ce la réalité? Avez-vous trouvé quelque chose? Sur la réalité? Ben oui, enfin il en parle souvent, Einstein, c'est son problème jusqu'à la fin de sa vie. Il dit la véritable difficulté vient de ce que la physique est une sorte de métaphysique. La physique décrit la réalité et met ça entre guillemets, mais nous ne savons pas ce qu'est la réalité, toujours avec des guillemets. Nous ne la connaissons que par la description qu'on donne de la physique. Évidemment, ça se mord la queue. Et là... Nous ne savons rien. Toute notre connaissance n'est rien d'autre que le savoir d'un écolier. Peut-être un jour nous en saurons un petit peu plus, mais la vérité fondamentale des choses, celle-là, nous ne la connaîtrons jamais. Jamais. « 1,
nous sommes comme des naufragés tentant de conserver leur équilibre sur une misérable planche en pleine mer. Ayant oublié d'où ils viennent et ne sachant pas vers quoi ils dérivent. Quand tu seras grande, tu comprendras. Mensonge. C'est un mensonge. Qui suis-je pour croire que je peux comprendre le monde? Qui sait qui je suis? Rien. Rien du tout, je ne suis rien. Une illusion d'existence. Je ne suis qu'un amas de cellules qui vivent, naissent, mangent, se multiplient. Et quand elles meurent, je meurs aussi. Est-ce que j'existe seulement? Comment faire pour être en paix face à l'immensité de l'univers? Profite de la parcelle de savoir que tu possèdes, même si tu ne peux en percer le secret. L'important est de ne pas cesser de se questionner. Ne perds jamais cette pieuse curiosité. Ce que je vois dans la nature est une magnifique structure que nous ne pouvons appréhender que très imparfaitement et qui doit pénétrer une personne pensante d'un sentiment d'humilité. C'est un sentiment véritablement religieux qui n'a rien à voir avec le mysticisme. Le mysticisme. S'il y a quelque chose en moi qui peut être qualifié de religieux, c'est l'admiration sans limite pour la structure du monde, pour autant que la science soit en mesure de la révéler. Je suis un incroyant profondément religieux. C'est d'une certaine manière une nouvelle sorte de religion. L'activité scientifique débouche sur un sentiment religieux bien particulier, d'essence assurément différente de la religiosité de quelqu'un de plus naïf. Je vois un modèle, mais mon imagination ne peut se figurer le constructeur de ce modèle. Je vois une horloge, mais je ne peux percevoir l'horloger. L'esprit humain est incapable de concevoir 4 dimensions. Comment pourrait-il concevoir un Dieu qui aurait des milliers d'années et des milliers de dimensions en un? Pour lui, donc, cette contemplation de la nature est presque un sentiment religieux. Elle inspire vraiment un sentiment, moi je dirais, de transcendance. Moi aussi, je suis ébloui par la beauté, l'harmonie, l'unité de la nature. Et je pense que ce n'est pas l'effet d'un hasard. Moi, je parie comme Pascal sur, je ne l'appelle pas Dieu, mais sur un principe créateur qui a créé tout ça. Donc, selon moi, il y a plusieurs fenêtres pour regarder la réalité. La science en est une, la poésie en est une autre, et l'art en est une troisième. Mais aussi la religion, et je dirais plutôt la spiritualité. Toutes ces fenêtres sont complémentaires. Je pense que l'être humain a besoin de toutes ces fenêtres pour regarder la réalité et comprendre sa condition humaine.
Toutes ces fenêtres nous permettront-elles un jour de comprendre le mystère? Y aura-t-il une révélation? Comment savoir à quoi ressemble réellement l'univers? La réalité est probablement si différente de ce que je crois. Et si une représentation plus juste du monde existait déjà dans la toile abstraite d'un grand artiste contemporain? Si art et science fusionnaient pour donner une nouvelle interprétation de la nature, peut-être cette vision serait-elle plus juste. Quand je m'examine et examine mes façons de penser, j'en viens presque à la conclusion que le don de l'imagination a davantage compté pour moi que mon aptitude à assimiler des connaissances pures. L'imagination est plus importante que la connaissance. Elle a un impact réel en recherche scientifique. La connaissance est limitée, l'imagination embrasse le monde, stimule le progrès, donne naissance à l'évolution. Oh jeune, n'arrête pas de penser. Le fil conducteur de la pensée scientifique ne poursuit pas d'autre objectif que celui de la joie de la pensée.